pas les petits adversaires. Un lion se voit, mais pas un virus. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Bon vendredi, on est le 20 mars 2020. J'espère que vous allez bien. Bonne soirée. Bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Christian Page. Bonsoir Yannick. Est-ce qu'on est dans un film de science-fiction présentement? On a l'impression. On a l'impression, écoute, on a l'impression que chaque jour apporte son lot de situations un peu inattendues, ouais. Et on a l'impression qu'on est... Ben, je pense que c'est plus qu'une impression. On est réellement dans une espèce de situation de guerre, sauf que l'ennemi à combattre, c'est ce satané coronavirus COVID-19, là. Ouais, puis dans le temps, à la guerre, il fallait aller au front, on risquait de se faire tuer. Maintenant, on demande aux gens de rester à la maison et ça semble très difficile de rester à la maison. Effectivement. Et, puis en même temps, on comprend, les gens ont quand même des besoins. C'est-à-dire que c'est beau s'enfermer chez soi, mais à un moment donné, il faut quand même sortir, il faut quand même... on a des courses à aller faire à l'extérieur. Ouais. Heureusement, imagine-toi, Yannick, tu sais, je parlais de ça avec des amis cette semaine. Imagine-toi si un incident comme celui-là était intervenu il y a, mettons, 25 ans ou 30 ans. Non seulement les services médicaux, l'avancement des sciences médicales n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui, mais surtout... les réseaux sociaux et en même temps la possibilité de faire des achats en ligne n'existait pas. Ouais. T'sais, donc à ce moment-là, aujourd'hui, bon, il y a plein de trucs que tu peux commander directement en ligne, puis on va le livrer chez toi. Mais il y a 30 ans, ça n'existait pas. Donc il fallait sortir et se rendre au bureau de poste, par exemple, si on avait du courrier, il fallait se rendre dans les magasins, acheter tout le matériel qu'on avait besoin. Il y avait absolument rien qu'on pouvait faire en ligne. Même des choses qui aujourd'hui nous semblent banales, hein, vérifier son compte de banque, payer des factures. À l'époque, rappelle-toi, il fallait aller au bureau de poste, d'aller déposer ça dans une boîte à mal ou de se rendre directement à l'entreprise pour payer directement au comptoir. Hein, moi, je me rappelle encore, puis je pense qu'on le fait encore aujourd'hui, mais on allait dans les banques pour payer notre compte d'hydro ou des trucs comme ça. Et heureusement, bon, le fait qu'on a du commerce en ligne a permis de transformer ce paysage commercial, mais néanmoins, la situation est quand même difficile parce que les gens, le confinement à la maison, ça devient difficile. Et les enfants, bon, moi, j'ai pas d'enfants à la maison, mais imagine-toi les gens qui ont des enfants à la maison, et toi, t'en as des jeunes enfants à la maison, donc tu vis ça au quotidien, et c'est parfois, après quelques jours, bon, ça me fait penser un peu à cette histoire tu te rappelles la crise du verglas en 98? Oui. Bon, moi, je me rappelle, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, on était en Montérégie dans ce qu'on a appelé le triangle noir. Alors, quand le courant a coupé, j'étais avec ma compagne de l'époque, puis j'ai dit, ça va être amusant, tu sais. Donc, les premiers 24 heures, c'est un peu amusant, tu sais. On sort les chandelles, puis tout ça. Et là, tout d'un coup, je me rappelle, on écoutait à la radio, et c'était Lucien Bouchard, à l'époque, qui était premier ministre. Et on l'entend dire, à un moment donné, avec le porte-parole d'Hydro-Québec, que pour certains secteurs de Montérégie, en évaluant les dommages, ça pourrait prendre jusqu'à 1 mois. Et là, moi qui est dans le secteur, je me dis, 1 mois, c'est 1 mois pour réparer les pylônes. Tu comprends? Mon cerveau ne clique pas sur la possibilité que je pourrais être 1 mois sans électricité. Donc, après 2 ou 3 jours, là, ce qui était une situation qui était amusante devient de plus en plus contraignante. Et là, éventuellement, ça devient intenable, là. Heureusement, bon, parce que j'avais des assurances, tout ça, j'ai pu me relocaliser dans un hôtel. J'ai même pu apporter, j'ai 2 chats à la maison, j'ai pu les apporter avec moi. Donc, finalement, ça a pu se résorber.
Mais les gens à la maison, là, c'est-à-dire que là, on est à la maison, il n'y a pas d'école, les enfants sont là, les garderies sont fermées, et les gens ne peuvent pas aller travailler ou doivent se partager le travail parce que maman doit rester à la maison ou papa doit rester à la maison ou on doit faire appel aux grands-parents ou à des proches. Là, la situation, pendant quelques jours, c'est toujours tenable, mais après une semaine, 2 semaines, la situation devient de plus en plus difficile. Et je comprends qu'à un moment donné, il faut se conditionner au quotidien pour pouvoir respecter ces règles de confinement que nous demande le gouvernement. Oui, mais j'ai surtout peur à la désobéissance civile. À un moment donné, les gens vont tellement être tannés que j'ai peur qu'ils commencent à se promener. On en a une là aujourd'hui dans la jeune vingtaine là, qui avait le coronavirus puis qui se promenait à Limoilou à pied. Elle savait qu'elle avait les symptômes, elle était avec un de ses amis, elle est allée chez son ami, puis c'est la police qui est allée la chercher. Ça a sérieusement, ça aurait mérité un coup de taser gun. Oui, absolument. Il y a comme c'est des carrément situations irresponsable. Oui, c'est comme il y a des situations irresponsables. Ça me fait penser, écoute, je veux pas te damer le pion, mais avant même d'aborder les actualités, ça me fait penser à cette semaine, tu as sûrement vu passer ce truc-là, un YouTuber français qui lance une vidéo et là dans laquelle il présente un brevet déposé en 2004 par un groupe de chercheurs et l'Institut Pasteur. Ah oui. Et là, il dit, voilà, on a la preuve que le coronavirus, en fait, au début, il commence à dire le COVID-19. Rapidement, son discours se réajuste et là, il nous parle du SRAS. Hein. Le SRAS, il faut se rappeler, au début des années 2000, ça a été une épidémie presque équivalente à ce qu'on vit aujourd'hui avec le COVID-19 et c'était le syndrome de respiration aiguë et sévère, donc d'où l'appellation SRAS, et c'était provoqué par un coronavirus. Hein. Le coronavirus, faut le savoir, c'est une famille de virus. Il y a plusieurs mutations dans ce virus-là qui peut donner différentes infections. Et c'est d'ailleurs pourquoi chaque année, faut savoir que le coronavirus, il est responsable à peu près de 30% des grippes que l'on attrape. Mais pourquoi chaque année on attrape une grippe différente? C'est parce que chaque fois, c'est un coronavirus différent, donc avec des mutations différentes. Donc le coronavirus SRAS n'est pas le même coronavirus que le COVID-19 qu'on a aujourd'hui. Mais bref, notre YouTuber glisse rapidement du COVID-19 au SRAS et ensuite tout ça passe dans la moulinette et ça devient simplement un coronavirus. Donc visiblement, l'individu a très peu de connaissances dans ce domaine-là, dans le domaine de la biochimie. Donc il mélange des pommes et des carottes. Et quand il parle de la famille du coronavirus, c'est aussi ridicule que de dire oui, mais tu sais, nous, les humains, les chimpanzés, les gorilles, on est tous des primates. On appartient tous à la famille des primates. Mais crois-moi, si tu donnes une calculatrice à un chimpanzé, t'en feras pas un mathématicien pour autant. Là. Donc, c'est un peu ridicule. Donc, il faut faire attention à faire des raccourcis comme ceux-là. Mais ce qui est le plus étonnant dans un truc comme ça, et je le dis et je le maintiens, il devrait y avoir des retombées judiciaires pour faire des trucs semblables. Donc, notre type est là. Il présente ce document-là, un brevet, un carnet de brevets déposé en 2004 d'un groupe de chercheurs et de l'Institut Pasteur à Paris. Et il dit dans sa vidéo, voilà, on a la preuve que ce virus, on l'a inventé en 2004 et aujourd'hui, s'il se répand comme ça à l'échelle mondiale, c'est qu'il y a une volonté, donc une espèce de plan machiavélique de gens qui ont pris ce virus, qui a été créé de toutes pièces et qui a été comme ça envoyé dans la population et qui provoque cette pandémie. Alors moi, ce que j'ai fait, quand j'ai vu cette vidéo-là, tu comprends, inutile de te dire que dès qu'on parle de théorie du complot, c'est pas très long qu'on retrouve ça je retrouve ça dans ma boîte à email. Donc, je pense que la vidéo était sortie depuis 20 minutes puis j'avais déjà 30 courriels qui me disaient va voir ça. Et bon, le type mentionne le numéro du brevet que j'ai téléchargé. Écoute, c'est quand même un document de 350 pages. C'est un discours qui est excessivement hermétique. Il faut comprendre, il faut être ou dans le milieu du brevet ou dans le milieu médical pour comprendre tous les termes qui sont énoncés là-dedans. Mais très rapidement, au départ, il y a 3 ou 4 pages qui sont un long préambule. Et quand on lit le préambule, très rapidement, on voit qu'il s'agit d'un dépôt pour un vaccin. Donc, les chercheurs expliquent qu'ils ont synthétisé un coronavirus du type SRAS, mais il est affaibli, donc moins agressif, parce qu'il faut savoir, quand on fait des vaccins, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi la formule du vaccin.
faisons ça là de façon, je sais, je fais un raccourci, là, je fais du réductionnisme, mais un vaccin fonctionne de la façon suivante. C'est qu'on prend le virus de la maladie qu'on veut combattre, et le virus, il est affaibli, et là, on va l'inoculer à des gens. Donc, le virus est trop affaibli pour affecter l'organisme, mais en revanche, il a son identité propre qui sera reconnue par les anticorps de l'humain, de son hôte, et là, l'hôte pourra fabriquer des anticorps pour combattre le virus. Et donc là, il l'aura identifié. Il l'aura fiché dans sa liste des microbes, et en disant, ben voilà, si j'attrape ce virus-là, je l'identifie, je le reconnais, et j'ai mon armée d'anticorps déjà prête à aller le combattre. C'est comme ça que fonctionnent les vaccins. Pas tous les vaccins, je le reconnais, mais de façon générale, c'est une des façons les plus populaires là dans le domaine de la virologie pour combattre des virus. Donc, dans ce brevet de 2004, ce que l'on apprend dès les pages du préambule, c'est que les scientifiques ont isolé un coronavirus, ils ont réussi à en synthétiser un autre moins agressif, et celui-là, ben là, ils expliquent de quelle façon il entraîne ces mutations, et ils demandent, bien sûr, ils font ce dépôt de brevet parce que dans l'industrie pharmacologique, ça fonctionne comme ça. Si tu veux être reconnu, le laboratoire qui sera reconnu comme étant il aura la paternité d'avoir découvert tel ou tel virus, comme Montagnier, par exemple, a déposé un brevet en 83 pour dire « Je suis le découvreur du sida, du VIH ». C'est le brevet qu'on appelle le brevet Gâteau-Montagnier. Donc, les scientifiques déposent des brevets lorsqu'ils font une découverte comme celle-là, des vaccins ou développent des thérapies. Ils vont déposer des brevets pour avoir, bien sûr, le bénéfice d'être reconnus pour la recherche qui est menée. Donc, dès les premières pages du préambule, on le voit, immédiatement, les chercheurs sont clairs. Ils parlent d'ailleurs de l'épidémie du SRAS, comment il se répand, quelles sont ses caractéristiques. Et là, ils expliquent comment ils ont synthétisé cette molécule, ce virus. Et là, évidemment, en termes d'invention, puisque c'est un brevet, ils parlent de ce virus-là comme une invention. Mais l'invention, c'est le virus moins agressif, tu comprends? C'est ça leur invention. Ils ont inventé un virus moins agressif pour combattre le SRAS. Alors, notre bonhomme en question fait toutes sortes de raccourcis. C'est vraiment épouvantable d'entendre ça. Il joue à l'épouvantail. Inutile de te dire que en 24 heures après cette publication, dans le monde entier, la vidéo a été retirée d'abord de YouTube. Ah oui. Il faut dire qu'elle a quand même été vue 30 millions de fois. Elle a été là pendant quelques heures à peine, 24-48 heures. Elle a été vue 30 millions de fois. Elle a été retirée de YouTube. Il faut le savoir que YouTube et les autres géants des médias sociaux ont annoncé dès l'automne dernier qu'ils allaient serrer la vis aux théories du complot et aux gens qui propagent n'importe quoi. Et là, YouTube en a fait un bel exemple. Très rapidement, cette vidéo-là a été retirée. Et si les gens tentaient d'aller la voir, il y avait une information qui disait fausse information, non confirmée. Bref, entre guillemets, de la foutaise. Il y a bien sûr l'Institut Pasteur à Paris qui a vite dénoncé ça, et les journalistes dans le monde entier qui ont téléchargé ou qui ont consulté ce document-là. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de la pharmacologie ou travailler dans un grand centre de virologie pour comprendre dès les pages du préambule qu'il s'agit de la mise au point d'un vaccin. Cet individu-là, quand on pense, et on le voit tous les jours, moi je suis dans le domaine des médias, tu es dans le domaine des médias, tes collègues sont là aussi, les gens ont peur. Les gens ont peur pour leur santé, ils ont peur pour la santé de leur famille, de leurs enfants, ils ont peur également des retombées, des conséquences économiques de cette situation-là. Est-ce que dans 2 semaines, dans 3 semaines, est-ce qu'ils retrouveront leur emploi? Comment ils vont faire pour payer les comptes, les hypothèques? Il y a énormément d'incertitudes qui tournent autour de cette histoire-là. Et qu'un individu comme celui-là produise une vidéo, lance un truc comme celui-là, excuse-moi l'expression, mais il y a des coups de pied dans le cul qui se sont perdus. Et ça, je trouve ça épouvantable. Il faut dénoncer ça. Et les gens qui nous écoutent ce soir, qui ont vu passer cette vidéo-là, je sais qu'il y a des gens même qui l'ont téléchargée parce que même malgré le retrait de YouTube, il y a quand même des gens qui ont téléchargé la vidéo et qui continuent de la présenter. Si vous voyez des gens faire ça, ou si vous êtes de ceux qui le faites parce que vous ignorez que c'est faux, je vous le dis, il faut rayer ça de votre programme. Ce n'est pas la chose à faire parce que c'est de la foutaise de A à Z. Ça, on parle souvent, Yannick, des fake news. Celle-là fait mal. Celle-là fait mal parce qu'elle tombe à un moment où les gens ont peur et les gens craignent pour toutes sortes de choses, et avec raison.
Je sais pas si un jour on va en venir, parce que de plus en plus, on prend le phénomène des fake news au sérieux. Comme tu l'as dit, les géants mondiaux font attention maintenant à ça, puis dès qu'ils en voient une passer, ben ils essaient de l'éliminer le plus rapidement possible. Mais est-ce qu'un jour, on va passer des lois qui vont faire en sorte que ces créateurs de fake news-là, on parle de grosses fake news, là, est-ce qu'un jour, on va pouvoir les mettre en tôle pendant un mois pour qu'ils réfléchissent, là? Je peux pas te parler au Canada ou au Québec, je ne sais pas quelle est la législation, quelle est la situation, mais je sais en France et dans d'autres pays européens que ça s'est discuté. Je sais que les autorités françaises ont parlé qu'ils allaient combattre les fake news, qu'ils allaient éventuellement mettre à l'amende ceux qui propageaient des fake news, mais honnêtement, je ne sais pas où en est maintenant les législations dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il va falloir, il y a deux choses qu'il faut faire. Dans un premier temps, il faut que les autorités, il y ait cette volonté de mettre un frein à ces fake news. Parce que je comprends, les gens diront toujours, oui, mais il faut faire attention pour ne pas brimer le droit d'expression, puis la liberté de parole, et c'est tout à fait vrai. Donc, il faut être vigilant, il faut essayer de déterminer une frontière précise entre la liberté d'expression et ce qui devient donc une fake news ou de la propagande négative, si je peux dire. Donc, il va falloir établir des règles précises dans ce domaine-là. Mais ensuite, il faut également que, au-delà de si je peux dire, de l'apport gouvernemental, donc que les autorités mettent une volonté de mettre un frein à ça, il faut également que les gens développent leur sens critique. Et je le dis souvent, puis c'est ce qu'on fait d'ailleurs à Radio X-Files, c'est d'essayer de présenter aux gens des facettes où on fait appel au sens critique. Je l'ai déjà dit, Yannick, je sais que les gens auront peut-être l'impression que je me répète, mais je pense qu'il faut le dire encore. Rappelle-toi, il y a 20, 30, 40 ans, avant l'avènement des médias sociaux, on a nos sources d'information, c'était la radio, c'était la télévision, c'était les journaux. Et ces sources d'information, elles étaient, si on peut dire, il y avait un filtre professionnel. Les journalistes qui travaillaient, par exemple, au Journal La Presse, qui travaillaient au Devoir, au Journal de Montréal, ou les journalistes qui étaient à l'emploi de TVA ou de Radio-Canada, ces gens-là étaient membres d'associations professionnelles et ils s'imposaient comme devoir professionnel que l'information qu'ils allaient véhiculer était une information vérifiée et confirmée. Ça n'a pas empêché des fausses nouvelles de se répandre. Il y a pas de filtre à 100%, mais il y avait quand même cette volonté professionnelle de s'assurer que la nouvelle présentée, elle était adéquate, elle était confirmée. Alors qu'avec l'avènement des médias sociaux, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et on retrouve malheureusement le meilleur qui côtoie souvent le pire. Il faut donc que les gens, maintenant, les gens ne peuvent pas être tous membres de l'association professionnelle des journalistes. Il faut qu'ils développent à leur tour ce sens critique, qu'ils se trouvent des outils. Si vous voyez une information qui passe devant vous, et avant de la véhiculer, puis dire, oh voilà, c'est extraordinaire, je vais me mettre à faire circuler cette information-là, arrêtez-vous un instant. Regardez, est-ce que l'auteur donne ses sources? Quand vous lisez un article et on vous dit, des experts prétendent que dans un laboratoire puis on vous donne jamais de nom, jamais de source, méfiez-vous. S'il y a des experts, si on vous cite des experts ou des scientifiques, ils doivent avoir des noms, ces scientifiques. Si on vous cite des laboratoires ou des recherches, des recherches et on évoque des recherches, elles doivent être disponibles quelque part. Prenez le temps de faire une recherche vous-même. Reprenez ces noms-là. Vérifiez est-ce que ces gens-là sont bel et bien des scientifiques ou ce sont des noms inventés. Est-ce que les laboratoires existent? Lorsqu'une information n'a pour courroie de transmission qu'un seul individu, méfiez-vous. Si l'information n'est pas répercutée dans d'autres sources d'information, méfiez-vous. Il faut que les gens apprennent à se développer un sens critique de cette manière-là, se mettre en place des outils, une mécanique avant qu'ils commencent eux-mêmes à véhiculer une information. Il faut la vérifier. Ça n'empêchera pas les fake news de se répandre, mais au départ, les gens, de façon citoyenne, se seront mis un filtre pour empêcher, ou à tout le moins ralentir la propagation de ces fausses nouvelles. Il y a un auditeur qui te demande, est-ce que ce type de fake news-là peut faire en sorte que ce YouTuber-là puisse avoir fait de l'argent avec ça? J'imagine que oui. S'il y avait de la publicité sur sa vidéo, il a dû être rémunéré. Bien sûr qu'il a été rémunéré. Il y a des algorithmes de YouTube qui disent, bon, à partir de temps ou tant de vues sur une vidéo, ben évidemment, la personne va se mettre à faire des sous. Bon, la vidéo en question a été vue 30 millions de fois. Comme YouTube a retiré la vidéo, je ne sais pas si YouTube vont y verser des sous, parce que bon, la vidéo a été retirée.
Et dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Mais imaginons que la vidéo aurait été une fausse nouvelle, mais pas aussi dramatique. Celle-là, c'est sur une échelle de 1 à 10, cette stupidité-là, elle est à 12, là. Donc, on comprend que YouTube l'a retiré. Mais supposons que quelqu'un aurait fait une vidéo en disant, voilà, je vous montre un peu des trucs, c'est un peu bizarre, questionnez-vous, mais sans aller vers des accusations précises. Ça aurait été quand même une fake news, mais une fake news qui n'est pas retirée de YouTube avec 30 millions de visiteurs, de vues. Bien sûr, il y aura une compensation. L'individu va toucher des sous pour ça, parce que ça fait partie de l'algorithme de YouTube. Les gens reçoivent des sous en fonction du nombre de vues. Mais bien sûr, j'imagine que le type qui a fait ça, de deux choses l'une, ou bien c'est un parfait imbécile, mais j'ai peine à croire ça, parce que comme je te le mentionne, sans être un spécialiste, la lecture des premières pages du document montre clairement qu'on est en présence d'un dépôt pour un vaccin. Donc l'individu, s'il est ou bien un imbécile parce qu'il n'a pas compris, ou bien s'il le fait sciemment, il est un parfait imbécile aussi pour avoir fait ça dans la situation qu'on est en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, au moment où il présente cette vidéo-là, j'imagine qu'il s'est probablement dit que si la vidéo faisait le buzz sur le web, bien évidemment, il pourrait s'en mettre plein les poches. Il y avait un intérêt pécuniaire. Ouais, je pense que oui. On dit que pécuniaire, c'est pas un beau mot, hein. Non. Puis on a tendance à c'est tout le temps pécuniaire. Puis même au masculin, on peut pas dire pécunier. Tu sais, c'est un intérêt pécuniaire. C'est ça qu'on va dire. Ça se dit mieux l'intérêt pécunier. Chaque fois que je le dis, faut que je me parle. Oui. Mais bref, c'est ça. Les fausses nouvelles dans une situation comme celle-là. Puis tu sais, en même temps, on fait cette émission des Radio X-Files, on essaie de changer un peu le mood, hein, parce que les gens du matin au soir, on entend à la radio, on entend à la télé, c'est 24 heures sur 24, les médias d'information sont axés vers le coronavirus et le COVID-19, et c'est vrai que c'est une situation, c'est du jamais vu, hein. La grande épidémie qu'on a vue de ce type-là, il faut remonter à 1918 avec ce qu'on avait appelé à l'époque la grippe espagnole. Même si c'est vrai que des menaces de fin du monde, on en a vu plusieurs. Les gens, il y a des gens qui vont peut-être se rappeler dans les années 50, durant la guerre froide, par exemple, il y avait cette peur qu'on soit attaqué par l'URSS, et en particulier aux États-Unis, il y avait des exercices qui étaient faits dans les écoles où on demandait aux enfants d'aller se cacher sous leur bureau au cas où s'ils entendaient une alarme parce que ça pouvait être une menace nucléaire. Donc, évidemment, des moments de panique dans les cultures ou dans les sociétés, on en a, puis on en connaît, puis on va en connaître encore. Mais une situation où une épidémie comme ça va ralentir à ce point l'activité humaine et ralentir l'activité économique, il faut vraiment remonter à la guerre, mais à la grippe espagnole qui arrive immédiatement après la Première Guerre mondiale, qui était qu'en 1914 à 1918. Donc la grippe espagnole apparaît à l'été de 1918. Et tu comprends que comme on était à la fin de la Première Guerre mondiale, déjà l'Europe en particulier était déjà effondrée. La situation était déjà au dramatique. Il y avait énormément de mouvements de population qui se faisaient à l'été de 1918. Donc, à la fin l'amnistie va être signée en novembre, mais on peut dire qu'à l'été de 1918, l'issue de la guerre était pas mal déjà, et on pouvait déjà prévoir quelle était l'issue de la guerre. Il y avait énormément de déplacements de troupes qui se faisaient à ce moment-là. Et bien sûr, tout ça a contribué à véhiculer davantage l'épidémie de grippe espagnole qui s'est développée. D'ailleurs, on l'appelle grippe espagnole. Je sais que des gens m'ont posé cette semaine cette question-là. Pourquoi la grippe espagnole? Est-ce qu'elle est apparue en Espagne? Pas du tout, mais c'est l'Espagne qui avait sonné la cloche. Tu comprends? Ouais. Les premiers foyers d'épidémie de la grippe espagnole se sont développés en fait aux États-Unis et ensuite en Europe, un peu partout. Mais tout le monde, chaque pays en fait tirait un peu la couverture en essayant de minimiser l'épidémie qui se répandait à vitesse grand V. Et éventuellement, c'est l'Espagne qui a attiré l'opinion publique internationale en disant wow, là il y a quelque chose qui se passe. C'est pas une simple grippe, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça la grippe espagnole, non pas parce qu'elle s'était développée principalement en Espagne, mais bien parce que l'Espagne a été les premiers, le gouvernement espagnol a été le premier à attirer l'attention du monde sur cette épidémie qui se répandait. Et en lisant un peu là-dessus, on peut se rendre compte à quel point ça peut être encore flou, tout ce qui se passait en 1918. On n'avait pas les moyens de communication qu'on a là aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait exactement le nombre de morts. Mais si vous lisez sur la grippe espagnole, on dit entre 50 millions et 100 millions de morts. Oui. On n'est pas capable de savoir avec exactitude il y a eu combien de morts à ce moment-là.
Absolument, parce que il y avait pas de registre aussi bien établi qu'on a aujourd'hui. Donc, on comprend que dans les hôpitaux de campagne, dans des régions excessivement retirées, rurales, les gens mouraient à la maison, puis il y avait pas forcément, on signait un acte de décès, et bien souvent, cet acte de décès, on disait, il est mort, et on signe l'acte de décès, et l'information sur la cause du décès, même si le médecin légiste inscrivait décès, probablement grippe, l'information n'était pas nécessairement répercutée dans les registres officiels, donc on n'avait pas de chiffres qui étaient retenus là-dessus. On sait par exemple qu'au Canada, on évalue, c'est une estimation, à peu près à 50 000 morts uniquement au Canada. Mais encore une fois, ces chiffres peuvent être légèrement gonflés ou même légèrement en dessous de la vérité. Donc, est-ce que c'est 50 000 morts? Est-ce que c'est 35 000 morts? Est-ce que c'est 70 000 morts? On ne le sait pas trop. Mais le chiffre que l'on donne généralement, c'est 50 000 morts pour le Canada. Bon, bien sûr, avec le coronavirus, aujourd'hui, on parle de 10 000 morts à l'échelle planétaire. C'est 10 000 ou 10 000 ou 1000? Actuellement? On est rendu on a dépassé un petit peu le 10 000, là, je te dirais qu'on est à 11 290. Voilà, c'est ça. Donc, on a dépassé le cap du 10 000 à l'échelle internationale. Heureusement, disons-le, on est loin des chiffres épouvantable de la grippe espagnole, mais néanmoins, on a appris quelque chose de la grippe espagnole. Comment on a bien réagi à la grippe espagnole, c'était en appliquant des mesures qui sont à peu près les mêmes que l'on applique aujourd'hui. Donc, à l'époque, quand la grippe espagnole s'est répandue, les autorités gouvernementales demandaient aux gens de rester à la maison pour éviter la propagation du virus et de se laver les mains, de porter des masques s'ils devaient côtoyer des gens, et en particulier les gens qui étaient impliqués dans les cliniques, dans le milieu médical. Donc, tu vois, on est un siècle plus tard, on applique à peu près les mêmes règles, et crois-le ou non, la grippe espagnole s'est développée, elle a duré jusqu'à l'été de 1919, donc 1 an. C'est long, bien sûr, c'est long. On le comprend, les gens sont confinés, l'économie qui s'ensuit, mais après 1 an, à l'été de 1919, on avait vaincu la grippe espagnole. Et avec les moyens de l'époque, quand même. On avait vaincu la grippe espagnole. Pourquoi? Parce que ce mouvement de masse, le fait qu'on ait suivi, bien sûr, il y a toujours des anarchistes dans le groupe, des gens qui vont aller au-delà ou contre les prérogatives gouvernementales, mais néanmoins, le fait que les gens aient massivement suivi les règles qui étaient édictées, proposées par les autorités médicales et de la santé, éventuellement ont permis de vaincre la grippe espagnole. 20h28, vous êtes sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Après la pause, on parle de la théorie des anciens astronautes. Absolument. Radio X Files. Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. « 20h32, live à radiox.com, 88-670-9098. Si vous avez des questions pour nous, pour ce qui est des textos, ça fonctionne très, 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 très bien. Christian, ce soir, on parle de la théorie des anciens astronautes. Oui, mais avant d'aborder cette théorie des anciens astronautes, j'aimerais revenir sur 2 petits éléments dans la première partie de l'émission. Oui. On a parlé de cette vidéo qui a suscité 30 millions de vues. Il y a un auditeur qui nous écrit, qui lui dit, lorsque YouTube retire lui-même une vidéo, c'est lui qui conserve les argents en question. Donc, c'est YouTube qui conserve l'argent. C'est YouTube qui a conservé l'argent. Donc, heureusement, ce YouTuber, cet alarmiste avec sa vidéo complotiste ne touchera pas un sou et on peut s'en féliciter. Enfin, une bonne nouvelle. Ouais, voilà, on en a. Vous l'avez entendu à Radio X. Autre chose, je voulais dire, dans la première partie, j'ai dit, nous, ce que l'on fait à Radio X, bien sûr, on est bien conscient de ce qui se passe à l'extérieur, le coronavirus, le COVID-19. Les gens en entendent parler du matin au soir. Tous les médias sont mobilisés autour de ça. Et on continue. Nous, bien sûr, on est conscient de ça. Toi et moi, on est là-dedans dans les médias tous les jours. Donc, on entend, on peut dire qu'on a une surdose du COVID-19. Puis j'espère que les gens, ce petit moment de divertissement qu'on leur donne le soir, le vendredi soir, en leur proposant des sujets un petit peu qui peuvent, à première vue, des fois paraître un peu olé-olé, ça leur permet de se divertir et de s'échapper un peu du quotidien. Puis actuellement, on en a besoin un peu de ces évasions parce que le COVID-19, c'est quelque chose, c'est du lourd, comme on dit.
Qu'est-ce que la théorie des anciens astronautes? Ouais. Donc, si je te posais la question, Yannick, qu'est-ce que c'est que la théorie des anciens astronautes? Ben, de un, c'est une théorie. Oui. Et de deux, c'est les anciens astronautes. Des anciens astronautes. Mais ça n'a rien à voir avec les astronautes du programme Apollo, par exemple, ou les cosmonautes russes, ou les spationautes français. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas un club de l'âge d'or des anciens astronautes de la NASA. Là. Ouais, c'est pas ça. Tu vois, quand j'ai commencé à faire ma recherche, j'ai commencé par mon bon vieux Google. Là, je me suis dit, je me suis sûrement trompé. J'ai tombé sur des hiéroglyphes. Oui, non, c'est exactement ça. Parce que bon, il existe un club aux États-Unis, un club, tu le comprends, très sélect, qui s'appelle le Club des anciens astronautes. Ce sont les retraités de la NASA et en particulier ceux qui ont eu le statut d'astronaute. Et de ce club sélect des anciens astronautes, il y a le club encore plus sélect des Moonwalkers, hein, les marcheurs de la Lune. Donc ils étaient au départ, à la fin des missions Apollo, ils étaient 12. Et au moment où on se parle, ils ne sont plus que 4. Hein. Il n'y a plus que 4 hommes vivants sur Terre qui ont marché sur la Lune, les autres étant décédés là au cours des années, parce que la dernière mission lunaire, c'est 1972. On est en décembre 1972. C'est la mission Apollo 17. Depuis, aucun être humain n'est jamais retourné sur la Lune. Mais sommes-nous allés sur la Lune? Non, ça, je glissais vraiment vers autre chose. Mais bon, donc ça, c'est le club des anciens astronautes, mais c'est pas de ceux-là dont on va parler. La théorie des anciens astronautes, elle a pris son essor dans les années 60. Mais il faut dire que déjà dans les années 40, les années 50, avec l'avènement de la science-fiction, déjà des auteurs de science-fiction, soit dans des romans ou soit dans des... À l'époque, il y avait des magazines très populaires qui véhiculaient de la science-fiction bon marché, qu'on appelait les pulp magazines. Pourquoi pulp magazine? Parce que le papier était tellement de mauvaise qualité qu'on voyait la pulpe du papier dans les feuilles. Donc, d'où le nom de pulp magazine. C'était vraiment des petits magazines bon marché qu'on achetait dans les kiosques à journaux pour 3 cents, 5 cents. Mais bon, on est à l'époque, on est dans les années 40-50. Et c'était... Il y a plein d'auteurs qui ont écrit dans ces pulp magazines, des auteurs de science-fiction qui ont connu par la suite des grandes renommées, qui écrivaient dans ces magazines des petites nouvelles, des petites histoires. Et c'était très, très populaire. Et déjà, dans ces écrits des années 40, 50, on avait déjà évoqué cette possibilité que peut-être que des extraterrestres auraient visité la Terre dans un passé lointain, auraient pris contact avec les anciens Égyptiens, les Mayas, des grandes civilisations du passé. Peut-être aussi qu'il y avait eu une survie des Atlantes. Donc, ces grands mythes et mystères étaient évoqués dans la science-fiction et très souvent, ils étaient conjugués à la sauce extraterrestre. Mais c'est vraiment dans les années 60 que cette théorie des anciens astronautes va prendre son essor. Elle commence d'abord, comme je l'ai mentionné, il y a eu un préambule, si je peux dire. L'idée était dans l'air, et il y a même des idées qui étaient plus que dans l'air. Elles avaient même donné naissance à des philosophies. Par exemple, les philosophies mystiques qui ont donné naissance ou qui ont galvaudé un peu certaines politiques du Troisième Reich en Allemagne. Elles puisaient directement leurs sources dans un mouvement mystico-spirituel qui s'appelait la théosophie, le mouvement théosophique qui est apparu à la fin du 19e siècle et qui parlait que l'humanité avait évolué en suivant des étapes, en fait, par des à-coups, si je puis dire, donc par des étapes qui étaient dominées par des civilisations mères. Donc, dans le passé, c'était une dame qui s'appelait Elena Blavatsky, une aventurière qui disait avoir été en Inde, avoir été au Tibet, qu'elle avait eu des espèces de contacts spirituels, télépathiques avec des maîtres initiés et qui lui avaient raconté toute cette histoire-là. Et donc, Madame Blavatsky va lancer cette théosophie, ce mouvement philosophique et mystique à la fois. Et là, il dit là-dedans qu'il y a eu des grandes civilisations qui ont permis à l'humanité d'évoluer. Les extraterrestres, on est à la fin du 19e siècle, les extraterrestres sont pas encore dans l'air, mais on voit l'idée de maître supérieur qui est là, qui apparaît. Elle dit, voilà, il y a eu avant les Lémuriens, les Hyperboréens, il y a eu les Atlantes, et elle annonce que la nouvelle civilisation qui va dominer le monde et qui va permettre à l'humanité de progresser sera une civilisation qui est euro-indonésienne, qui va apparaître quelque part là au milieu du 20e siècle dans cette grande région du monde. Et cette civilisation sera
les Aryens. Donc, si les gens se posent la question d'où vient le mot arien lorsque l'on parle de l'Allemagne, c'est directement puisé dans les écrits de Madame Blavatsky. Elle annonce la nouvelle civilisation qui va gouverner le monde, qui va permettre à l'humanité d'évoluer comme étant la race aryenne, une civilisation euro-indonésienne. Et voilà que sous le Troisième Reich, ben évidemment, on fait une réécriture de ça et les Aryens deviennent définitivement des Allemands et ce sera donc l'Allemagne qui sera le berceau de cette nouvelle race aryenne. Mais tout ça pour dire, on fera une émission éventuellement, Yannick, sur le mysticisme du Troisième Reich et toutes les histoires qui entourent l'avènement d'Hitler. Est-ce que oui ou non, les Allemands avaient inventé des soucoupes volantes? Est-ce qu'ils avaient construit une machine mystérieuse qu'on appelait la cloche qui aurait permis aux Allemands de voyager à travers le temps ou à travers l'espace? Il y a toutes sortes de mythes, de légendes qu'on raconte là-dessus et je vais réunir des gens qui connaissent bien le sujet et on va se faire une émission là-dessus. Mais tout ça pour te dire que l'idée d'une race supérieure qui aurait pris contact, si je puis dire, avec des civilisations de l'Antiquité était déjà dans l'air, déjà avec le mouvement de Madame Blavatsky à la fin du 19e et à travers les pulps, les magazines de fiction de science-fiction qui apparaissent dans les années 40 et 50. Et puis voilà que dans les années 60, deux Français, Louis Powell et Jacques Bergier, vont publier Le Matin des magiciens. Il y a des trucs, ils ne font en fait qu'un repiquage de ce qui circule déjà dans ces milieux ésotériques et mystiques. Là. Il y a rien de nouveau. Powell et Bergier n'inventent rien. Ils ne font que récupérer ça. Ils l'exagèrent un peu, l'assaisonnent, ils écrivent d'une façon qui est assez populaire et l'ouvrage devient un très très grand succès. Et dans la foulée de Bergier et Powell, de nouveaux auteurs vont apparaître. Il va y avoir, par exemple, Robert Charroux, en France, qui va écrire de très nombreux ouvrages où il reprend cette idée d'une super civilisation, peut-être des extraterrestres qui ont contribué à l'essor de l'humanité. Mais c'est vraiment en 1968, avec la publication d'un ouvrage en allemand, dont le titre, si je le traduis en français, était « Souvenirs du futur ». Et l'auteur de cet ouvrage est un espèce de tenancier de bar, aventurier, qui s'appelle Erich von Däniken. Et ce von Däniken va donc reprendre ces idées-là, il va les mettre dans un ouvrage qui va être traduit en français sous le titre de « Présence des extraterrestres ». Et là, la théorie des anciens astronautes, elle prend forme. Elle apparaît donc à la fin des années 60 de façon très populaire. Elle s'impose, je devrais dire plutôt, à la fin des années 60 et elle va connaître énormément de succès. Et notre sujet de ce soir, ce n'est pas de regarder les preuves archéologiques parce que ce qui, moi, m'étonne dans la théorie des anciens astronautes, et quand j'étais gamin, j'ai lu von Däniken et il y a quand même des bons côtés à ce danikisme, si je peux dire, parce que c'est un peu le mouvement que von Däniken va lancer à sa suite, donc cette croyance que des anciennes civilisations ont contacté l'humanité, les civilisations extraterrestres, j'entends bien sûr. Le bon côté à cela, c'est que il y a toute une génération de jeunes lecteurs, comme moi par exemple, qui en lisant von Däniken, on s'est soudainement intéressé à l'histoire et à l'archéologie. Donc moi, je lisais les ouvrages de von Däniken, il nous parlait des pyramides, les Mayas, les Incas. C'était des grandes civilisations dont je ne connaissais absolument rien. Donc je suis allé en librairie, je me suis procuré des livres d'histoire écrits par des historiens et des archéologues pour vite me rendre compte que ce que von Däniken disait était un petit peu de la foutaise. Mais néanmoins, ça l'a alimenté chez moi ce besoin, cette envie de découvrir ces grandes civilisations. Et j'imagine qu'il y a plein de gens à l'extérieur qui ont découvert les grandes civilisations à travers des écrits plus légers comme Bergier, comme von Däniken ou comme Robert Charroux. La question que je me pose et que je continue de me poser aujourd'hui, c'est comment expliquer que cette théorie soit encore aussi populaire? Parce que inutile de dire que dans cette mouvance, quand la théorie des anciens astronautes est sortie, bien sûr, il y avait on nous présentait une espèce de monde enchanté. Les extraterrestres étaient arrivés, ils avaient déplacé les statues de l'île de Pâques, ils avaient construit les pyramides. Mais très rapidement, il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits par des historiens et des archéologues en disant « Attention !» Mais c'est de la foutaise. Il n'y a rien là-dedans qui tient la route. On sait exactement comment les statues de l'île de Pâques ont été déplacées, comment elles ont été taillées. On sait comment les pyramides, d'où venaient les pierres qui ont servi à la construction de la pyramide. On sait comment on les a taillées. Donc, il y a plein d'ouvrages qui sont apparus. C'est vrai.
il faut bien l'avouer, certains de ces ouvrages étaient un peu hermétiques. Parce que lire de la littérature scientifique, ce n'est pas comme lire un livre populaire. Et le livre de Von Däniken et ses émules se lisaient comme des romans. Là, on lisait ça, puis wow, on était tout à fait fascinés par ça. Si tu lis un livre écrit par un historien qui va te parler de l'Égypte antique, c'est beaucoup plus ardu comme lecture. Donc, c'est vrai que les ouvrages scientifiques étaient plus hermétiques que les ouvrages de Von Däniken et compagnie, mais néanmoins, toutes ces grandes histoires ou ces grands mythes ont été complètement déboulonnés. Donc, il n'y a plus raison de croire, par exemple, que les murs de Suxayanan au Pérou ont été construits par des extraterrestres, pas plus, par exemple, que des extraterrestres ont construit les pyramides, ou pas plus que les extraterrestres ont déplacé des statues de l'île de Pâques. Néanmoins, on continue d'avoir des émissions à la télé du genre « Nos ancêtres, les extraterrestres », où on a l'impression que c'est un recul dans les années 60. Donc, on nous ressort la théorie des anciens astronautes pour dire « Voilà, on a construit les pyramides, voilà, les extraterrestres ont contribué à construire les murs de Suxayunan, ils ont fait ci, ils ont fait ça. » Et pourtant, tu te dis « Mais quand même, ça fait 40, 50 ans qu'il y a des ouvrages qui ont été écrits par des historiens qui ont pris chacune, une à une, ces hypothèses ou ces spéculations et les ont déboulonnées en expliquant qu'est-ce que l'archéologie savait à propos de ça et comment ils avaient été construits. Écoute, il y a même il y a un truc qui est assez surprenant. Dans le mur il y a un immense mur au Pérou, près de Cusco, qui s'appelle les murailles de Suxayunan. Elles ont été construites par les Incas. Et c'est vrai que les blocs sont parfaitement ajustés les uns sur les autres. On dirait des pièces de puzzle. Et on peut même pas placer une feuille de papier entre chacun des blocs. Et ils ont été assemblés sans mortier. Mais écoute, Yannick, on a des écrits quand les Espagnols sont arrivés au Pérou. Le mur de Suxayunan était encore en construction. Et on a donc des témoins visuels qui décrivent comment le mur est construit. Et alors, ils nous le disent, ils expliquent. Les types avaient comme une espèce de règle. Je sais pas si tu sais, si je te dis un pied de roi, est-ce que tu sais ce que c'est? Un pied de roi? Non. C'est une espèce de règle qu'on utilisait beaucoup en menuiserie il y a quelques années, là, avant l'avènement de toutes sortes de gadgets électroniques. C'était une espèce de règle qui se dépliait. T'avais, mettons, comme la règle avait 6 pouces. Oui. Là, derrière, il y avait comme une autre règle de 6 pouces, puis un autre 6 pouces, puis un autre 6 pouces. Donc, je me souviens de ça. Tu te rappelles de ça? Oui, je me souviens de ça. Peut-être les gens qui ont peut-être 40 ans et plus, peut-être vont se rappeler ça. On appelait mon grand-père en avait un, puis il appelait ça un pied de roi. Elle se repliait sur elle-même, puis on se coinçait les doigts en la repliant. Voilà. Très bien. Et les Incas avaient un truc qui ressemblait un peu à ça. Donc, une espèce de règle qu'on pouvait déplier de cette manière-là. Et quand ils construisaient le mur, et là, on a un écrit, là, un témoin visuel qui le dit, là, comment ça se faisait. Donc, il dit, voilà, il y a le trou dans le mur, hein, on assemble les blocs. Et là, pour le prochain bloc, on sort cette espèce de pied de roi. On fait plus ou moins la forme du bloc qui doit rentrer là. Ils vont à la carrière qui se trouvait à peu près 1 kilomètre de distance. Ils coupaient le bloc de manière un peu, disons, très brute, en suivant un peu la forme qu'ils avaient besoin. On accrochait des gros câbles après cette pierre-là et on la traînait jusqu'au chantier. Et c'était le même genre de gros câbles qu'on accrochait après ces roches que les câbles qui, aujourd'hui, si tu visites le Pérou, je sais pas si tu as visité le Pérou. Ben, je suis en train de regarder les images, là, mais voilà. Non, j'ai pas visité le Pérou. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont visité le Pérou, il y a au-dessus de certaines gorges péruviennes, particulièrement, il y en a un type de pont qui est très spectaculaire près du Machu Picchu. Donc, on faisait des gros cordages et on faisait des ponts suspendus. Les Incas faisaient ça et il y a beaucoup de ces ponts-là qui existent encore aujourd'hui, qui sont toujours là, 500 ans plus tard, et qui surplombent des gorges et tout à fait spectaculaire. Donc, on faisait de ces gros cordages qu'on accrochait après les blocs et là, les gens les traînaient jusqu'au chantier. Comme le bloc avait déjà été coupé de manière assez brute, on le montait à peu près en place et là, ensuite, on en sculptait là, chaque côté progressivement. C'était un long travail de essai, retire, on le replace, on le retire, on va de manière à placer, ajuster la pierre précisément pour qu'elle rentre dans son trou. Et là, on a des témoins visuels qui l'ont vu, qui racontent comment ça se fait. Alors, comment aujourd'hui peut-on encore nous présenter ce mur-là en nous disant, voilà, il faut que ce soit des extraterrestres avec des lasers qui aient coupé ces blocs-là, quand on a des témoins visuels qui décrivent comment ils se construisaient. Mais néanmoins, ce n'est pas ce débat-là que je veux, c'est pas ce questionnement-là que je me pose, c'est de me dire comment est-ce possible que malgré tous les démentis qui ont été proposés par les historiens et les archéologues, comment se fait-il que cette théorie-là soit encore aujourd'hui
aussi populaire? Il doit y avoir quelque chose là-dedans qui vient nous chercher aux tripes. Est-ce que c'est essentiellement l'ignorance des gens dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie qui fait que des gens vont adhérer à ces hypothèses un peu fantaisistes? Ou est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans de plus important? Comment la théorie des anciens astronautes s'est-elle imposée à la fin des années 60, surtout à travers Danaken? Et comment aujourd'hui, 50 ans plus tard, on continue à nous faire des documentaires du genre Nos ancêtres les extraterrestres, qui en sont rendus, je sais plus trop, la 9e, 10e saison, en reprenant toutes ces fadaises de constructions antiques, en dépossédant, si je peux dire, les grandes civilisations de leur savoir, parce que un des éléments qui revient souvent, c'est de se dire, bon, OK, mais si ce sont des extraterrestres, c'est comme de dire que les Égyptiens, par exemple, étaient incapables de faire une ligne droite, étaient incapables de mettre des blocs les uns sur les autres. C'était des gens qui avaient absolument besoin d'une aide extérieure pour pouvoir construire quelque chose de grandiose. Donc, finalement, les pyramides, ce n'est pas un hommage qu'on doit rendre aux Égyptiens pour leur génie et leur savoir mathématique ou astronomique, mais à des extraterrestres. Et c'est idem pour les Mayas ou idem pour les Incas. Alors que, à la base, malheureusement, on est en train de dépouiller ces grandes civilisations de leur savoir, de leur construction, de leurs habiletés à construire des structures tout à fait surprenantes. Donc, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on continue de croire à ça? Pourquoi on continue de faire des documentaires là-dessus? Pourquoi il y a encore des gens qui s'intéressent à ça? Et j'ai posé la question, je me rappelle quand j'avais fait Enquête sur les ovnis en 2003, qui avait été diffusée à Z-Télé à l'époque. Je m'étais retrouvé en France et j'avais rencontré Victor Stokowski. Victor Stokowski est un anthropologue et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Des hommes, des dieux et des extraterrestres ». Une brique, on s'entend bien, c'est une brique, c'est assez hermétique, je le dis tout de suite. C'est écrit par un anthropologue, donc avec un discours très savant. Mais Victor Stokowski s'était penché sur exactement cette question. Comment cette hypothèse des anciens astronautes a-t-elle été amenée? Comment les gens y ont-ils adhéré? Et pourquoi est-ce que c'est encore populaire? Alors, quand pour préparer l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit, ça serait le fun que de voir aujourd'hui avec la popularité d'une émission comme Nos ancêtres les extraterrestres, parce qu'il y a eu des périodes de somnolence. Je dirais que dans la fin des années 70, début des années 80, l'hypothèse des anciens astronautes était tombée un peu en somnolence. On en parlait beaucoup moins. Et puis voilà, avec l'avènement des médias sociaux, la télévision, des séries comme Nos ancêtres les extraterrestres, pour la répéter, on connaît encore à nouveau beaucoup de succès et on ramené sur le devant de la scène cet intérêt. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait amusant de voir, réfléchir à nouveau sur l'intérêt que suscite la théorie des anciens astronautes. Donc, j'ai rejoint à Paris Victor Stokowski et donc, on a pu échanger encore quelques bons souvenirs et on a eu une longue conversation qui dure une 40aine de minutes où on parle de cette théorie des anciens astronautes. Et je te rassure tout de suite, Yannick, Victor Stokowski a employé un langage beaucoup moins hermétique que dans son ouvrage pour nous raconter comment ça se faisait. Tu vois, c'est assez passionnant et il y a une vision anthropologique derrière ça qui fait que finalement, on n'est pas tellement différent des gens du 19e siècle ou des gens du Moyen Âge ou des gens de l'Antiquité qui croyaient à l'intervention des dieux, qu'ils arrivent sur des chars célestes, qu'ils arrivent sur des soucoupes volantes ou peu importe, qu'ils arrivent par des communications télépathiques avec des guides spirituels. Il y a une espèce de fascination de l'homme versus l'intervention des dieux qui fait partie de l'histoire humaine et la théorie des anciens astronautes ne fait que s'aligner à travers toute cette culture de l'homme versus les dieux. Donc, tu vois, c'est fascinant, ça. On présente ça quelque part aux alentours de 9h, 9h05. Donc, c'est l'entrevue avec Victor Stokowski. Ce que je voulais dire aussi, Yannick, pour la théorie des anciens astronautes, petite anecdote, tu sais qu'ici au Québec, on a un lien particulier avec Eric von Daniken. Ah oui? Oui, j'attendais ton silence. Oui, donc Eric von Daniken, c'est le père, si je peux dire, populaire de la théorie des anciens astronautes. Son ouvrage, Présence des extraterrestres, pour te le situer, là. Comme je l'ai mentionné au début, lorsqu'il publie l'ouvrage, il le publie en allemand sous le titre, un titre allemand, mais qui veut dire Souvenir du futur. Lorsque l'ouvrage est traduit en français, il adopte le titre Présence des extraterrestres. Aujourd'hui, cet ouvrage-là est publié originalement en 1968. Il faut attendre 1969, je crois, pour l'édition française. L'ouvrage est toujours aujourd'hui en kiosque, en librairie, et crois-le ou non,
Eric von Däniken a vendu plus de 45 millions de copies de Présence des extraterrestres. Tu t'imagines? 45 millions de copies. C'est le plus grand best-seller dans ce type de littérature de tous les temps. Il y a rien d'équivalent à Présence des extraterrestres. Et von Däniken ne s'en est pas tenu qu'à ça. Il a écrit d'autres ouvrages ensuite, mais toujours dans la même lignée. Mes preuves, le retour des dieux, l'or des dieux. Donc, c'est toujours cette théorie des anciens astronautes qu'il applique à différents grands monuments ou grandes civilisations de l'Antiquité. Mais le lien que l'on a particulier avec Eric von Däniken ici au Québec, il faut remonter à la fin des années 60, donc à l'époque où la théorie des anciens astronautes devient excessivement populaire. Tout le monde parle de ce Eric von Däniken, qui est quasiment considéré comme un phénomène pour avoir lancé une hypothèse aussi audacieuse et qui finalement n'est qu'un repiquage de trucs qui existaient déjà à l'époque. Mais à la fin des années 60, à Montréal, il y avait eu Terre des Hommes en 1967 et les pavillons de Terre des Hommes, donc après la fin de l'exposition internationale de 1967, les pavillons ont été cédés à la ville de Montréal. Donc pendant un temps, bon, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, des jeunes qui nous écoutent, puis ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est ça, Terre des Hommes? Oui. On a eu l'exposition internationale en 1967, Terre des Hommes. Les pays avaient construit des pavillons, et ces pavillons étaient représentatifs de la culture et de la société de leur pays. Donc le pavillon du Pérou présentait des items du Pérou, parlait un peu de la culture du Pérou. Et aujourd'hui, il ne reste qu'un seul de ces pavillons, toujours debout. En fait, il y en a deux. Un qui est devenu tout à fait vétuste, qui est presque à l'abandon, qui est le pavillon du Canada, mais je sais qu'on y a aménagé des studios, parfois on fait des émissions de télé là-dedans. Et l'autre pavillon, il est bien connu des Québécois, c'est le pavillon du Casino de Montréal, qui est l'ancien pavillon de la France, qu'on a transformé qui est devenu le Casino de Montréal. Les autres pavillons ont été détruits quelque part là, au milieu des années 80. Mais est-ce qu'il avait bâti la fameuse boule que vous avez à Montréal? Est-ce qu'il l'avait bâti pour Terre des Hommes en 67? Oui, absolument. C'est vrai que tu mentionnes ça. J'avais complètement oublié. C'est vrai. Cette biosphère, à l'époque, elle était recouverte d'espèces de coquilles c'était comme une espèce de plexiglas, de la fibre de verre, et elle a été incendiée. À un moment donné, il y a des soudeurs qui réparaient une des structures à l'intérieur et qui malheureusement a déclenché un incendie. Donc toute la boule a pris en feu. Et comme je te dis, c'était une espèce de plexiglas, mais une espèce de polymère de plastique. Alors évidemment, ça l'a flambé de manière épouvantable. Donc c'est vrai, tu as tout à fait raison de me corriger là-dessus. C'est vrai que la biosphère faisait également partie des pavillons de l'expo de 1967. Il y avait 3 espèces de tétraèdes. Parmi les pavillons, il y avait comme 3 espèces de tétraèdes. Et l'un de ces tétraèdes était, durant l'expo de 1967, était le pavillon du cinéma. Et vers 1967, après l'expo de 67, on a décidé de transformer le pavillon, qui est devenu le pavillon du monde insolite. Et dans le pavillon du monde insolite, on faisait un espèce de parcours à travers l'histoire, principalement des ovnis, et il y avait toute une section qui était consacrée à la théorie des anciens astronautes. Et crois-le ou non, l'architecte de cette partie du pavillon de l'insolite était Eric von Däniken. Donc, la ville de Montréal avait engagé Eric von Däniken, qui était venu et qui avait donné un peu ses conseils, et on avait construit différents items. On retrouvait, par exemple, une copie de la grande dalle de Palenque qui montre le roi Pacal qui monte vers le ciel, mais que certains interprètent comme étant un homme assis dans un vaisseau spatial. Il y avait une reproduction d'une statue de l'île de Pâques. Il y avait des petites reproductions qui montraient Stonehenge, par exemple. Donc, toutes sortes de trucs qui étaient excessivement populaires dans la théorie des anciens astronautes, dans l'ouvrage de Présence des extraterrestres de von Däniken. Donc, on avait reproduit ces éléments-là. Et c'était, moi, je me rappelle, j'ai visité à plusieurs reprises le pavillon du monde insolite, et je me promenais dans les corridors, je regardais ces objets avec une fascination tout à fait extraordinaire, avec, je me rappelle, les piles de Bagdad, la dalle de Palenque. C'était du merveilleux, et c'était Eric von Däniken qui avait été l'architecte un peu de cette partie-là du pavillon du monde insolite. Très bien. À 20h58, on doit faire une courte pause. Je vous rappelle que ce soir, on parle des théories des anciens astronautes. Absolument. Mais ça n'a pas rapport avec nos astronautes. Non, ça n'a pas rapport avec les astronautes. C'est les anciens astronautes. Voilà. Puis en passant, j'ai mis un crochet pour une fois que je réussis à t'avoir sur quelque chose, là.
Ah ouais. J'en ai au moins un depuis le début. La biosphère, t'as raison. C'est bien. Radio X Files. Radio X. Radio X Files. avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. 21h02, on passe maintenant à l'entrevue de la soirée, cher Christian, où on va parler de la théorie des anciens astronautes. Oui, voilà. Donc, comment cette théorie est arrivée, comment elle a connu sa popularité, pourquoi les gens y ont adhéré et pourquoi aujourd'hui, 50 ans plus tard, malgré le démenti des archéologues et des historiens par rapport à ces grandes thématiques de l'histoire, comment expliquer que des gens qu'on continue à croire à la théorie des anciens astronautes et qui est encore très populaire, qu'on pense par exemple à la série à succès Nos ancêtres les extraterrestres, qui est diffusée là, chaque semaine ici ou en français sur les ondes du canal Historia. Donc, mon entrevue est avec Victor Stokowski. J'avais rencontré Victor Stokowski il y a à peu près 20 ans. On s'était retrouvés à Paris. On avait abondamment parlé de cette question des anciens astronautes. Il est l'auteur d'un ouvrage à caractère anthropologique sur cette croyance des anciens astronautes qui s'intitule « Des hommes, des dieux et des extraterrestres ». Pour le situer, Victor Stokowski, il est chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il a écrit de nombreux ouvrages à caractère sociologique. C'est un anthropologue chevronné et je lui ai donc posé la question. Je l'ai rejoint il y a quelques jours et je lui ai posé la question 50 ans après l'avènement de la théorie des anciens astronautes. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on continue d'y croire? Victor Stokowski, vous êtes anthropologue, vous êtes chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez publié en septembre dernier La science sociale comme vision du monde, Émile Durkheim et le mirage du salut. Il faut savoir pour les auditeurs que Émile Durkheim est l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Et vous avez publié en 1999 chez Flammarion Des hommes, des dieux et des extraterrestres. Donc une vision, une approche anthropologique et sociologique du phénomène des anciens astronautes. Alors, Victor Stokowski, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, allons-y dans un premier temps pour cette question des anciens astronautes. Même si les gens qui nous écoutent sont généralement des férus un peu des phénomènes étranges et mystérieux, puisque l'émission s'adresse à eux en faisant une approche critique et plus scientifique, disons, de ces sujets-là. Mais pour ceux qui ignoreraient de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cette théorie des anciens astronautes? C'est une conception qui affirme que l'humanité et les grandes civilisations ont été créées par des êtres venus du cosmos, du ciel, par des astronautes extraterrestres qui sont venus sur notre planète pour dévier les cours de l'évolution, pour contribuer à créer par des manipulations génétiques un être intelligent, conscients et qui sont revenus chez nous à plusieurs reprises pour accélérer l'évolution culturelle, pour créer des grandes civilisations. Lorsque cette théorie apparaît dans les années 60, ou à tout le moins au moment où elle devient très populaire, on n'en est pas aux premiers essais, c'est-à-dire que cette hypothèse d'une collaboration entre des intelligences supérieures, voire extraterrestres, et l'humanité, c'est déjà quelque chose qui était dans l'air du temps. Des auteurs s'étaient penchés sur cette question-là bien avant les années 60. C'est une idée, en réalité, beaucoup plus ancienne, qui existe dans des civilisations antiques qui ont fleuri autour du bassin méditerranéen. Cette idée, c'est celle de la création de l'humanité par des êtres célestes. On retrouve cette idée, bien évidemment, dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament et surtout dans les christianismes dont notre civilisation est héritière. Et d'ailleurs, la référence au livre de la Genèse est récurrente chez tous les auteurs et qui défendent la théorie des anciens astronautes. Très souvent, ils se réfèrent au récit de la création de l'homme par les Elohim, un nom hébreu qui est parfois employé au pluriel dans la Bible. Donc, ces mythes bibliques du livre de la Genèse récéleraient un souvenir déformé de la création de l'humanité par des êtres surhumains venus du ciel.
Donc c'est une idée très ancienne, propre aux grandes religions monothéistes dont nous sommes les héritiers. Si on revient plus près de nous, on a donc ces mythes fondateurs où des dieux vont intervenir dans l'apparition de l'homme, la création de l'homme. Et puis si on revient d'une manière plus contemporaine, on voit que ces idées vont se séparer de ces mythes fondateurs aux alentours du 19e siècle. Il va y avoir une interprétation plus ésotérique ou mystique qui va se faire autour de ces grands thèmes. Donc ces grands thèmes sont réemployés au 19e siècle dans les milieux ésotéristes, occultistes, particulièrement par les spirites et par les théosophes. Donc deux grands mouvements de la subculture ésotériste qui ont connu leur apogée dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et ces conceptions occultistes introduisent une modification très significative dans cette ancienne conception. Elles considèrent que ces êtres venus du cosmos pour créer l'humanité et pour donner un essor aux civilisations anciennes n'étaient pas vraiment divins. Et là, les conceptions occultistes rejoignent les mythes gnostiques. Les créateurs de l'humanité, ce sont des démiurges, donc des dieux subalternes ou des êtres mortels qui sont missionnés par le véritable Dieu. Et c'est de ces dieux subalternes que parle la Bible, l'Ancien Testament. Cette idée reprise au XXe siècle par tous les auteurs de la théorie des anciens astronautes. Ce qui est une autre contribution de ces mouvements ésotéristes, c'est de mettre en avant des preuves matérielles, des preuves archéologiques de la présence de ces visiteurs extraterrestres sur la Terre. Justement, vous parlez de ces preuves, vous parlez de ces, au XXe siècle, ceux qui vont reprendre cette théorie un peu où on a éclipsé les dieux pour les remplacer par des extraterrestres. En France, en particulier, l'un des pionniers de cette hypothèse où des extraterrestres interviennent et qui va présenter de ces preuves archéologiques, on parle par exemple de Robert Charroux, un auteur des années 50 qui a été éminemment populaire. Robert Charroux, à l'origine, c'est un auteur, un romancier qui s'est essayé au roman et à la nouvelle fantastique dans les années 40 et qui, au début des années 60, plus précisément en 1963, publie son premier livre et où il défend l'hypothèse des anciens astronautes et où il énumère un grand nombre de preuves archéologiques qui, selon lui, attesteraient de la présence sur notre planète de ces anciens cosmonautes. Mais Charroux n'a fait que développer plusieurs arguments présentés dans un grand best-seller français, Les Matins de magiciens, publié en 1960 par Louis Pauwels et Jacques Bergier. Vous avez mentionné Robert Charroux, Le Matin des magiciens. On est ici dans, je dirais, un peu la mise en place de ce qui va devenir le plus grand succès lié à l'histoire des anciens astronautes et celle qui va bien sûr rendre cette hypothèse populaire à travers le monde. On est en 1968, arrive cet auteur, ce Suisse allemand, Erich von Däniken, qui va publier Présence des extraterrestres. Qui est ce Erich von Däniken et il arrive de quelle façon dans cet univers des anciens astronautes? Erich von Däniken est un citoyen suisse né en 1935. Il a reçu une formation secondaire dans une école catholique et très jeune, il a commencé à travailler dans l'hôtellerie en Suisse. En 1968, lorsqu'il publie son premier livre, il est gérant d'un hôtel à Davos. Et donc c'est quelqu'un qui, d'un côté hôtelier, de l'autre, passionné de l'archéologie fantastique, des mystères anciens. Il publie tout au long des années 60 plusieurs articles sur ces sujets dans une revue allemande consacrée au paranormal et à l'ésotérisme. Et en 1967, il termine son manuscrit, il le propose à plusieurs éditeurs. Le manuscrit est refusé et au bout d'un long parcours, il est accepté par un petit éditeur qui estime que le texte est peu lisible. Donc, il est confié à un rédacteur qui les réécrit entièrement. Donc, on ne connaît pas la teneur exacte du manuscrit de von Däniken, mais l'éditeur lui a rendu un grand service. Il a simplifié le message du livre. Jusqu'à présent, la théorie des anciens astronautes était exposée dans des livres très volumineux, très denses,
où cette hypothèse particulière était noyée, entourée des spéculations assez typiques de la culture ésotériste, occultiste, l'interprétation des textes anciens, des révélations mystiques, etc. Donc, dans ces livres publiés en allemand en 68, tout ça est simplifié et donc la théorie des anciens astronautes reçoit une expression très claire, très accessible au grand public. Il est question d'une seule hypothèse. L'humanité et les civilisations ont été créées par des visiteurs venus du ciel dans leurs vaisseaux spatiaux. Suit une liste assez longue de preuves. À peu près une quarantaine de monuments archéologiques, 12 passages de l'Ancien Testament, quelques récits mythiques empruntés à des cultures non occidentales. Et c'est ces livres très simple, très bref, qui devient l'un des plus grands best-sellers du XXe siècle. On peut se poser la question, bien sûr, il y a cette idée où on présente un texte simplifié, alors que les lecteurs qui s'étaient penchés sur les ouvrages de Robert Charroux, par exemple, on avait un texte qui était beaucoup plus hermétique, qui s'adressait à une espèce d'élite intellectuelle, alors que dans le livre de Von Däniken, tout est simplifié, comme vous l'avez mentionné. Mais on peut également se poser la question, pourquoi à ce moment-là? Est-ce essentiellement le fait que le texte soit simplifié, que l'histoire soit devenue si populaire, ou est-ce que c'était un peu dans l'air du temps? Il y avait un terreau social fertile à l'acceptation de ces nouvelles hypothèses qui finalement présentaient une autre vision du monde différente de celle proposée par les milieux académiques. Effectivement, cette propagation fulgurante de l'idée à partir de 1968 est une énigme qu'on a du mal à comprendre. Et une idée, cette hypothèse circulait dans des différents milieux depuis au moins une trentaine d'années. Pourquoi ces grands succès en 68? Je pense qu'on peut comparer ça un peu à la propagation d'un virus. On parle aujourd'hui beaucoup de Covid-19 qui commence à se répandre un peu partout dans le monde. Alors que ce virus, il a existé en Chine depuis des siècles, peut-être depuis des millénaires. Pourquoi aujourd'hui? Alors pour qu'un virus ou une idée se répande de manière pandémique, il faut deux conditions. Premièrement, une petite mutation qui rend la circulation du virus ou de l'idée plus facile. Donc, cette mutation, c'était justement la simplification de la théorie par un éditeur allemand. Mais il fallait une deuxième circonstance. Il fallait un contexte favorable à la large diffusion de cette idée. Et à l'époque, il y a plusieurs facteurs qui ont facilité la grande diffusion de la théorie des anciens astronautes. D'abord, on est à la fin d'une longue période de la conquête spatiale. Ce type de théorie commence à se répandre à partir du début des années 1950, et cela coïncide au début de la conquête spatiale. Donc les soviétiques lancent le premier Spoutnik, le premier satellite artificiel en 1957. Après, il y a les premiers vols habités de Yuri Gagarin en 1961. Et tous ces processus atteignent son apogée en 1969 lorsque la mission Apollo 11 atterrit sur la Lune. 1969, c'est la date de la publication de première traduction du livre de Däniken en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Tout le monde parle alors de la conquête de l'espace, des vaisseaux spatials et d'astronautes. Ces sujets font la une des journaux. Le public est très bien préparé à s'intéresser à la théorie des anciens astronautes. Mais il y a un autre facteur, c'est le développement des mouvements de contre-culture. Dans le contexte de la guerre froide, face aux menaces de l'apocalypse nucléaire, on commence à critiquer la science et la culture occidentale. On voit apparaître un intérêt soutenu pour les savoirs dits alternatifs, les sagesses orientales, les parasciences, les médecines douces, l'occultisme et l'ésotérisme. Donc, dans ces contextes-là, les grands publics s'intéressent particulièrement aux idées de cette tradition ésotérique où l'idée des anciens astronautes existe depuis bien longtemps. Ce sont des facteurs qui ont favorisé
la grande diffusion de cette conception. Corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense également que la sortie d'un film fin des années 60, début des années 70, qui reprenait les théories des anciens astronautes, qui a été diffusé très abondamment à la télévision, mais au départ dans des salles de cinéma, parce que c'est un peu difficile d'imaginer ça, mais dans les années 60-70, très souvent, les cinémas présentaient des documentaires. Aujourd'hui, c'est à peu près réservé exclusivement qu'à la télévision, mais à l'époque, il y a eu en circulation ce film, un très beau film d'ailleurs, très très belles images, très belle musique, qui reprenait les idées de Von Däniken, qui s'intitulait d'ailleurs Présence des extraterrestres. Et dans ma lecture des faits, je pense que ce film a dû jouer également beaucoup sur la propagation de cette idée, comme l'aurait fait aujourd'hui, par exemple, Internet. Donc, ces films est déjà une conséquence de la diffusion de cette idée. Et au début, cette diffusion s'est faite surtout sur des supports écrits. On a peut-être du mal aujourd'hui, à l'époque d'Internet, du téléchargement, du visionnage en ligne, de mesurer l'importance de l'écrit à la fin des années 50, au début des années 60. Bien évidemment, le film a contribué à diffuser cette théorie, mais pendant plusieurs années, cette théorie passait surtout par des ouvrages, des revues, mais aussi par des magazines, de bandes dessinées. Donc, c'est un ensemble de moyens de diffusion qui a permis à cette conception de se répandre un peu partout. Il faut aussi ajouter le rôle de la littérature de science-fiction qui a employé ces thèmes depuis à partir des années 1940. Donc, la science-fiction a préparé aussi un terrain pour la diffusion de cette théorie. Et le dernier élément qui a favorisé cette diffusion, c'est aussi les reculs et les déclins de la religion chrétienne. La théorie des anciens astronautes, assez mal nommée d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas uniquement dans cette théorie des anciens astronautes, il s'agit aussi de l'explication de l'origine des religions. Il s'agit de proposer une sorte de nouvelle religion adaptée à la mentalité des hommes du XXe siècle. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs. La conquête spatiale, ensuite le mouvement de la contre-culture, la popularisation des thèmes typiques de cette théorie par la science-fiction et le déclin de la religion chrétienne qui ont facilité la diffusion de ce que je préfère appeler le danikénisme, comme on parle de kantisme ou de darwinisme. Et la théorie des anciens astronautes ne constitue qu'un élément parmi d'autres d'une conception beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche. On peut comprendre à la fin des années 60, début des années 70, arrive cette hypothèse qui semble rafraîchissante. On y présente une foule de preuves archéologiques à l'appui de cette théorie des anciens astronautes. On parle des pyramides, les plaines de Nazca, des peintures rupestres. Mais on le sait, en même temps que cette hypothèse des anciens astronautes est présentée, il y a une levée littéralement de boucliers du côté de la communauté scientifique. En France, par exemple, Jean-Pierre Adam s'est beaucoup adressé à cette question des anciens astronautes. Jean-Pierre Adam, que j'ai d'ailleurs reçu il y a quelques mois à l'émission. Et on apprend de la bouche des archéologues et des historiens que tout ça est une interprétation assez vaseuse de réalité archéologique. On a, dans bien des cas, des réponses à apporter sur la construction des pyramides, les plaines de Nazca, les murailles de Sacsayhuaman. Alors on peut se demander comment, malgré ce démenti de la communauté scientifique, bien souvent preuve à l'appui, comment ces hypothèses ont-elles pu perdurer malgré ce démenti de la communauté scientifique? Comment expliquer cette oreille de sourd présentée par les tenants de l'hypothèse des anciens astronautes? Eh bien, moi, je suis bien placé pour savoir que cette théorie ne résiste pas à un examen rationnel, puisque j'étais formé en archéologie, c'était mon premier métier avant que je ne me tourne vers l'anthropologie et la sociologie. Donc, effectivement, c'est du point de vue des données archéologiques dont on dispose, du point de vue de notre connaissance de l'histoire des religions, cette théorie est fausse. Et les scientifiques, bien sûr, ont voulu combattre la théorie des anciens astronautes parce qu'ils avaient la certitude qu'elle était fausse et absurde. Ils ont critiqué surtout les preuves de cette théorie en considérant que l'adhésion du grand public à la théorie
tient à l'acceptation préalable des preuves. Donc ces preuves ont été démolies, mais la popularité de la théorie n'en a pas été affectée. Tout porte donc à penser que les preuves n'étaient pas la véritable pierre angulaire de la théorie danikenienne, pas plus que les reliques chrétiennes, tous ces innombrables clous de la croix de la Passion ou les nombreux crânes de Saint Jean-Baptiste n'étaient autrefois indispensables à la solidité de la foi des fidèles, car c'était justement cette foi qui assurait la multiplication des reliques. Donc, à quoi est-ce que croient les gens qui adhèrent à la théorie des anciens astronautes? Je pense qu'ils adhèrent pas tellement aux preuves, qui sont certes pittoresques et intéressantes, surtout pour les gens qui connaissent mal les arcanes techniques de l'archéologie. Ils adhèrent surtout à une vision du monde que cette théorie leur propose. Et cette vision du monde, elle est très ancienne, elle dérive des mythes gnostiques, qui ont été toujours considérés par le christianisme comme une hérésie. Et cette vision du monde promet de réconcilier la vision scientifique du monde, la vision matérialiste, avec la vision religieuse, avec la vision chrétienne. Et donc on transforme les cratères bibliques de l'homme, les Elohim, en astronautes, tout en conservant l'idée de la création et en la mariant avec l'idée de l'évolution. Donc on a dans le danikénisme une sorte d'évolution, mais une évolution qui obéit à un plan et une évolution où il y a un plan divin, parce qu'il y a chez Daniken et chez d'autres auteurs, chez Pauwels, chez Charroux, il y a une sorte de théologie. Une théologie aux allures gnostiques, une théologie panthéiste. Si les extraterrestres, si ces cosmonautes extraterrestres viennent accélérer ou même donner les premiers stimuli de l'évolution humaine, ils les font missionner par un Dieu panthéiste, difficile à connaître et qu'il ne faut pas confondre avec les Elohim bibliques. Et donc, c'est cette vision du monde qui permet de réconcilier, qui promet en tout cas, de réconcilier la science et la religion, qui suscite une grande fascination chez beaucoup de lecteurs de ces ouvrages. Vous, si je comprends bien, donc, ce n'est pas l'hypothèse, ce ne sont pas les preuves archéologiques qui supportent l'hypothèse, mais l'hypothèse qui supporte les preuves archéologiques. Voilà. Et lorsque on démontre parfois les erreurs dans l'interprétation des monuments archéologiques, les danikeniens sont tout à fait prêts à les reconnaître. Ils disent oui, effectivement, vous avez raison, cette preuve n'est pas très crédible. Mais il y en a d'autres. On voit très bien que ce ne sont pas les preuves qui jouent le rôle principal dans leur adhésion croyante, mais on voit les mêmes phénomènes dans la pensée scientifique ou dans la vie politique. Lorsqu'on démontre à quelqu'un de droite que les preuves qu'il cite en faveur de ses opinions politiques ne sont pas valides, il renonce pas à l'idéologie politique qui lui est chère, il renonce aux preuves, il conserve sa conception du monde. C'est comme une espèce de fuite en avant finalement. C'est pas une fuite en avant, c'est un attachement à un ensemble de postulats qui sont imperméables à la confrontation avec la réalité empirique. On peut appeler ça les dogmatismes, on peut appeler ça la foi. C'est un mécanisme très commun à la fois dans la pensée ordinaire, mais aussi souvent dans la pensée des sciences humaines et sociales. Les psychologues appellent ça les biais des confirmations. Lorsqu'on croit à quelque chose, lorsqu'on adhère à une idée par un acte de foi, on cherche dans la réalité empirique surtout des objets, des preuves qui vont dans les sens de notre croyance. Et on reste très peu sensible aux contre-preuves et parfois on ne les voit même pas. Dans votre livre, Des hommes, des dieux et des extraterrestres, que vous consacrez justement à cette hypothèse des anciens astronautes, vous évoquez un peu la question de qu'est-ce qui vient avant, c'est l'œuf ou la poule, en ce sens que la théorie des anciens astronautes va influencer la science-fiction, mais il y a également la science-fiction qui influence la théorie des anciens astronautes. Eh bien évidemment, il y a des échanges dans le double
sens. Mais ce qui est le premier, c'est l'œuf. Et c'est la spéculation métaphysique, philosophique sur l'origine de l'univers, sur l'origine de l'homme, sur les rapports entre les humains et les dieux, sur les progrès, sur les futurs. Ce sont des grands thèmes de la spéculation philosophique et religieuse depuis les millénaires. Ces thèmes sont retravaillés par l'ésotérisme et l'occultisme au XIXe siècle. Et ce sont les thèmes qui sont repris par les romans d'anticipation à la fin du XIXe siècle. Quand on étudie tout ça en détail, on voit très bien que les premiers auteurs de cette littérature fantastique connaissaient très bien les ouvrages classiques de l'ésotérisme et de l'occultisme. Donc, ces thèmes viennent de l'occultisme. D'abord, ils apparaissent dans la littérature, dans les romans d'anticipation à la fin du XIXe siècle. Après, ils s'infiltrent dans des magazines de science-fiction dans les années 1920-1930 et sont retravaillés dans la littérature plus classique de science-fiction. Et à partir des années 1940-1950, donc au moment où commence la conquête spatiale. Et la littérature de science-fiction introduit quelques éléments nouveaux, et donc les vaisseaux spatiaux, des scaphandres, des cosmonautes, des pistolets laser. Mais l'ensemble de ces thèmes, des bases, donc les rapports entre les humains et des êtres supérieurs venus du cosmos pour les civiliser, l'ensemble de ces idées, les bases existent déjà dans la spéculation métaphysique de l'occultisme du XIXe siècle. Et bien évidemment, lorsque ces idées prennent une forme nouvelle dans des ouvrages paradocumentaires d'un Powell, d'un Charroux et d'un Daniken, l'imagerie nouvelle, basée surtout des preuves archéologiques, et influence à son tour la littérature de science-fiction et surtout les cinémas hollywoodiens. Et c'est à cause de Daniken ou grâce à Daniken qu'on a vu des films comme Stargate de Roland Emmerich et Le cinquième élément de Luc Besson ou plus récemment Prometheus de Ridley Scott. Et tous ces metteurs en scène se réfèrent très explicitement à Erich von Daniken, à ses ouvrages. Vous avez évoqué, Victor Stokowski, cette idée, en fait, on a beaucoup puisé dans des mouvements ésotériques de la fin du 19e siècle. Ça m'amène à penser qu'aujourd'hui, quand on regarde cette théorie des anciens astronautes, on a l'impression qu'on assiste à une forme de mutation. On parle de moins en moins, les grandes théories que l'on développe sont de moins en moins influencées par des extraterrestres, mais plutôt par des survivants d'anciennes civilisations, qu'on parle des Hyperboréens, on parle des Atlantes, une super civilisation qui aurait précédé l'humanité. Et ici, on s'éloigne un peu de von Daniken et des années 60 pour se ramener finalement vers des théories qui étaient beaucoup plus à la mode à la fin du 19e siècle, comme la théosophie de Madame Blavatsky, qui va éventuellement servir un peu de canevas à des hypothèses antisémites du côté des nazis. Mais ce sont des idées qui circulaient et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un retour du balancier vers ces idéologies de la fin du 19e siècle. Est-ce que les extraterrestres ont perdu la cote? Et je ne sais pas s'ils ont perdu la cote. C'est possible dans les années 50 et dans les années 1950-1960. On imagine encore que les extraterrestres habitaient de différentes planètes du système solaire. On espère pouvoir entrer en contact avec des Martiens ou des Vénusiens. Aujourd'hui, on sait que les systèmes solaires ne comportent qu'une seule planète habitée. Et si d'autres humanités existent, elles sont tellement éloignées de notre Terre qu'il est peu probable que nous puissions rencontrer ces civilisations extraterrestres un jour. Donc, on s'intéresse davantage à des humanités ou des civilisations disparues qui auraient pu exister
sur Terre. Donc on réactive le mythe de l'Atlantide ou de l'Hyperborée, mais il faut se souvenir que ces thèmes existaient également dans les versions classiques de la théorie des anciens astronautes, et Daniken, Charroux, Pauwels parlent d'Atlantide, de Hyperborée et d'une humanité intraterrestre. Oui, c'est une autre civilisation supérieure qui est censée nous surveiller et nous aider, une humanité intraterrestre qui vivrait quelque part à l'intérieur du globe terrestre. Peut-être il y a un petit épuisement commercial du thème des extraterrestres, peut-être le marché est trop saturé, donc on se rabat sur des équivalents moins exotiques ou moins éloignés de la planète Terre. Donc ces humanités anciennes, mais l'hypothèse de ces humanités anciennes était toujours un des fils directeurs de toutes les versions du danikénisme. Si on regarde le paranormal en général, j'inclus à la fois dans cette dynamique les extraterrestres, mais également le spiritisme, la croyance dans les fantômes, on a toujours l'impression que la science est toujours vouée à l'échec. Quelles que soient les preuves scientifiques qui seront présentées, on a toujours cette impression que pour les gens qui adhèrent à ces philosophies, à ces croyances, on dirait qu'ils semblent imperméables aux faits scientifiques. Comment on peut expliquer ça en ce début du 21e siècle où, bien sûr, la science jouit d'un aura extraordinaire? Et la science est devenue aujourd'hui les régimes presque consensuels du savoir. On se réfère à la science constamment et je pense que la plupart de nos contemporains adhèrent à la vision scientifique du monde. Toutefois, il reste toujours des milieux relativement marginaux qui récusent l'autorité de la science. La science, c'est une étude des faits du monde, une étude du monde tel qu'il est, qui aboutit à des connaissances parfois très techniques, donc peu accessibles au plus grand nombre. Alors que les parasciences, dont la théorie des anciens astronautes fait partie, donnent à voir un monde, sinon plus riche, du moins plus pittoresque que celui de la science. Et surtout, c'est un monde plus simple, plus compréhensible pour les grands publics. Donc ça, c'est une des raisons de l'attrait que ces conceptions parascientifiques peuvent exercer sur une frange du public. Mais c'est quand même surprenant de voir que même placé devant les faits archéologiques ou les faits historiques ou simplement le fait scientifique, par exemple, de dire il n'existe aucune preuve que les fantômes existent. Les preuves que proposent les tenants de cette croyance, par exemple, que l'au-delà nous rend visite, elles ne tiendraient pas 5 minutes devant un comité scientifique. Et malgré le fait que l'on présente cela, des gens continuent bec et ongle à défendre ces pseudo-preuves parce que, comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt, on a l'impression que ça devient un billet de confirmation pour eux. Bon, il y a certaines idées, par exemple, que la science ne peut pas réfuter. La science ne peut pas réfuter l'existence des fantômes, des incarnés. La science ne peut pas prouver l'inexistence des dieux. C'est hors de portée de la science. Donc, ces idées peuvent prospérer dans les domaines de la croyance. Donc, ce sont des idées auxquelles on décide d'adhérer. Et très souvent, sans chercher des preuves, on ne peut pas trouver des preuves palpables de la révélation. On croit ou non à la révélation. Donc les gens sont libres de suspendre leur scepticisme et d'accorder leur adhésion croyante à des idées qui se situent dans ces grands champs de la métaphysique. Donc c'est un domaine qui ne peut être ni démontré ni infirmé. En fait, on détourne un peu la rhétorique scientifique parce qu'on le sait bien, vous et moi venons des milieux académiques, la science ne peut pas prouver une négation. Donc c'est un peu le discours de ces amateurs de paranormal de dire la science ne peut pas prouver que les fantômes n'existent pas, que les dieux n'existent pas, comme on ne peut pas prouver non plus que le Père Noël n'existe pas. Mais ce qui se passe de singulier dans ce milieu très particulier où le danikénisme jouit d'un grand succès, c'est pas tellement une adhésion croyante à ces thèses. Ces gens ne disent pas qu'ils croient à cette théorie. Ils pensent que cette théorie peut être démontrée.
Et donc, ils adoptent quelque chose qui ressemble superficiellement à la démarche empirique de la science. Ils veulent avancer des preuves. Ils veulent connaître ces preuves. Comme ils n'ont pas la capacité d'étudier les aspects très techniques de la démonstration archéologique, ils acceptent des preuves qui, du point de vue scientifique, sont soit fragiles, soit réfutées. Mais en adoptant cette démarche, les danikénistes reçoivent ou se placent dans un monde qui est pour eux à la fois simple et rassurant. C'est un monde que l'homme ordinaire, un danikène ou un charroux, peut connaître par ses propres moyens, sans l'intermédiaire des spécialistes, parce qu'il s'estime plus capable que les spécialistes à résoudre des grandes énigmes du passé, plus capable que les théologiens à déchiffrer les messages cachés des grandes religions de l'Antiquité. Et donc ça, ce sont des attraits non négligeables au lieu de gens peu instruits qui peuvent parfois se sentir dépossédés de leur autonomie intellectuelle par les spécialistes des sciences et de plus en plus sophistiqués. Une dernière question, et je sais qu'elle est difficile, mais quand on regarde les théories des anciens astronautes, on a toujours l'impression qu'il y a une espèce de mépris qui est fait par les tenants de cette hypothèse vers les anciennes civilisations. C'est un peu de toujours nous dire que, les anciens de l'Égypte antique étaient incapables de construire les pyramides, les anciens Incas étaient incapables de faire des lignes dans le désert. Donc, on a une espèce de mépris, on spoil finalement les trésors des anciennes civilisations pour les attribuer à des extraterrestres. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas en fait une espèce, à travers la théorie des anciens astronautes, il n'y a pas une espèce de valorisation d'une espèce de culture blanche, occidentale, alors qu'on essaie de nous dire, ou en tout le moins qu'on nous répète, que les peuples de l'Antiquité étaient somme toute toujours des primitifs qui s'habillaient avec des peaux de bêtes. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de valorisation de notre culture contemporaine versus ce qui a été fait dans le passé? Dans certaines versions de cette théorie, on retrouve au contraire une survalorisation des cultures non occidentales. La civilisation maya, par exemple, la civilisation inca, la civilisation indienne ou égyptienne. On survalorise ces civilisations anciennes parce qu'on estime qu'elles sont héritières de la science et de la sagesse qui leur ont été léguées par des visiteurs extraterrestres supérieurs aux humains. Donc cette valorisation de culture non occidentale, on la voit sur certaines pages des livres des Danikènes. C'est très différent chez Robert Charroux, par exemple, cet auteur à succès français des années 60-70. Chez Charroux, il est dit que les Noirs sont intellectuellement inférieurs aux Blancs et que leur cerveau, je cite, quoique identique au nôtre dans ses composants, a beaucoup moins de cellules en activité. On peut lire chez Charroux que le peuple juif est animé, je le cite à nouveau, d'un rêve de domination satanique basé sur la force, la haine, l'esprit de supériorité raciale et les concepts du peuple élu. Fin de citation. Donc Charroux affirme que le racisme est la loi dominante des civilisations et que tous les grands événements historiques s'expliquent par cette loi. Donc Charroux, qui croyait les Blancs infiniment supérieurs aux autres races, leur donnait pour ancêtres et des cosmonautes extraterrestres qui auraient procréé avec des femmes indigènes, alors que les Noirs, les Jaunes et les Rouges, dit-il, représentaient pour lui des races autochtones qui n'auraient jamais bénéficié d'apports génétiques d'êtres supérieurs. Donc là, on a une conception raciste notoire. Et c'est vraiment étonnant que ces gens d'idées s'est vendé en France dans les années 1960-1970 sans que personne n'en soit jamais ému. Donc, certaines versions de la théorie des anciens astronautes, dans la deuxième moitié du XXe siècle, véhiculaient des conceptions racistes très proches de la doctrine hitlérienne. C'est assez effrayant. Mais il n'y a pas que les Blancs qui se sont rendus coupables d'un tel racisme. Par exemple, aujourd'hui même, la doctrine de The Nation of Islam, donc un mouvement de Noirs américains, et qui se présente comme une branche américaine de l'islam, fonde son dogme sur des idées
très similaires. L'Allah noir, parce qu'Allah est noir, supervise l'histoire humaine en planant au-dessus de notre planète dans un vaisseau spatial. Et l'enseignement de ces anciens prophètes se voit complété par les instructions que les soucoupes volantes transmettent de nos jours aux terriens. Le leader de ce mouvement, assez important aux États-Unis, le leader de ce mouvement, Louis Farrakhan, qui prétend posséder, implanté dans son cerveau les livres sacrés de la sagesse ésotérique, profite également des leçons que lui prodigue un maître désincarné qui vit sur une autre planète. Et donc cette théologie qui pourrait paraître pittoresque dissimule une face plus sombre de la doctrine. La race supérieure des Noirs, il remplace les Aryens blancs et l'Égypte africaine se substitue à l'hyperborée nordique comme berceau de la civilisation. Donc la race blanche aurait été produite par des scientifiques noirs au terme d'une expérience avortée. Ce n'est plus la pureté du sang, mais la teneur de l'épiderme en mélanine qui décide de la supériorité raciale. Et c'est elle qui confère aux hommes à la peau noire une prééminence morale et spirituelle, ainsi qu'un potentiel paranormal. Oui. Donc, et on a à nouveau une doctrine raciste, cette fois-ci anti-blanc, et qui est prônée par un mouvement qui fait appel à une version de la théorie des anciens astronautes. Je comprends bien, mais même dans la théorie des anciens astronautes, lorsque les auteurs comme Danaken vont valoriser, par exemple, les Mayas, les Incas, les anciens Égyptiens, ils le font, mais ils le font en précisant bien que ces civilisations autonomes n'auraient pas réussi à se développer de cette manière sans une intervention extraterrestre. Donc, ce qui nous ramène à se dire que ces civilisations, sans cet apport extraterrestre, seraient demeurées un peu à l'âge de pierre, presque au néolithique. Oui, mais en même temps, ces auteurs estiment que ces civilisations ont reçu un apport extraterrestre et de ce fait, elles sont très précieuses, parfois même supérieures à la civilisation occidentale, qui, elle, aurait oublié ce legs extraterrestre, alors que en Inde ou chez les Mayas, ce legs aurait été mieux préservé. Donc, on retrouve parfois une idée de la supériorité des civilisations non occidentales, certaines civilisations extra-occidentales, mais chez les auteurs comme Charroux ou Powell, l'idée de la supériorité des Blancs est très clairement affirmée. Je rappelle, Victor Stokowski, que les gens qui voudraient en savoir davantage sur cette approche sociologique très pertinente sur le phénomène des anciens astronautes que vous avez publié en 1999, des hommes, des dieux et des extraterrestres, vous avez publié chez Flammarion. Écoutez, on aurait pu encore discuter de longues heures de ce sujet qui est fascinant parce que il est un peu en filigrane de tout ce qui se fait actuellement dans le domaine de la littérature sur les ovnis, les extraterrestres, les anciennes civilisations qui sont excessivement populaires et c'est un succès qui ne s'est pas démenti depuis les années 60, même si parfois on a l'impression qu'il y a des petites périodes d'éclipse, le sujet est revient toujours un peu sur le devant de la scène et suscite toujours énormément de questionnements et d'intérêt. Ce fait un plaisir pour moi, Victor Stokowski, de parler avec vous aujourd'hui de cette théorie des anciens astronautes. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Radio X Files. Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Ça passe vite. 2 heures en bonne compagnie, mon cher Christian. Oh, oui. Que ça passe vite. 21h49. On finit dans quelques minutes. Voilà, la théorie des astronautes. Voilà, donc c'était bien parce que, tu vois, on l'a replacé dans un espèce de contexte sociologique. Donc, pourquoi les gens... Puis, à un moment donné, Victor Stokowski mentionne, il dit, quand tu présentes à des gens qui sont les tenants de l'hypothèse extraterrestre, tu lui présentes, par exemple, la preuve que leur argumentaire sur une preuve archéologique n'est pas convaincante, ils acceptent assez volontiers, puis ils disent, bon, ben voilà, celle-là n'est pas convaincante, mais il y en a d'autres. Et c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai vécu ça régulièrement dans des congrès où on parle de l'histoire des anciens astronautes, même en conférence.
J'ai une conférence d'ailleurs qui a été faite sur les anciens astronautes où on passe les grands thèmes comme ça et j'oppose par exemple la vision des anciens astronautes telle qu'est présentée par Eric von Däniken et ses émules versus la position de la science. Et quand les gens sortent de la conférence, ils disent oui c'est vrai, telle ou telle hypothèse n'était pas très convaincante. Vous avez apporté des arguments qui sont plus convaincants, mais il y en a d'autres. Donc tu vois c'est en fait c'est le modèle. Le modèle il est inspirant, il est enivrant de croire à cette idée que les dieux sont venus et ont créé l'homme. Et comme le dit Victor Stokowski dans la Genèse, c'est Dieu qui crée l'homme. Et chez nous, maintenant, au 21e siècle, c'est Dieu qui a créé c'est les extraterrestres qui ont créé l'homme. Donc, ce n'est simplement que de transposer le mythe ailleurs, mais le mythe, il fait partie de ces grands mythes fondateurs des grandes religions, des grandes cultures. Mais Christian, ces gens-là, quand ils ont des croyances qui sont bien ancrées, là, se faire démontrer directement devant eux que ce à quoi ils croient depuis des années, c'est pas la réalité. Ça doit être dur, par exemple. C'est dur et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, à un moment donné, Stokowski dit c'est une espèce de culture qui est imperméable à l'argumentaire. Et c'est tout à fait vrai. Moi, là... Je te donnerais cet exemple-là. Quand j'étais jeune, je croyais à toutes sortes de trucs. Hein. Je croyais, par exemple, justement, à la théorie des anciens astronautes. Je croyais aux revenants. Bon. Et ça, je n'ai pas changé d'avis, hein, j'ai peaufiné mes opinions, mais j'ai pas peaufiné mes opinions parce qu'un matin, quelqu'un est arrivé et me dit « t'es un cave ». Tu comprends-tu? Ça fonctionne pas comme ça. C'est une longue démarche. À partir de quel moment j'ai cessé de croire à la théorie des anciens astronautes, c'est un long cheminement qui a duré pendant des années. Tu vois, au début, j'ai cru aux extraterrestres, que les extraterrestres avaient contribué à l'essor des grandes civilisations de l'Antiquité. Et puis, finalement, je me suis coltiné des ouvrages historiques, archéologiques. J'ai regardé des documentaires. Je suis allé visiter, j'ai eu la chance, je l'ai souvent mentionné, parce que en faisant de la télévision, j'étais amené à beaucoup voyager. Je suis allé sur place, j'ai vu les pyramides, j'ai vu toutes sortes de trucs, et peu à peu, j'ai cheminé à travers ça pour finalement adhérer davantage aux thèses historiques et archéologiques que celles proposées par les anciens astronautes. Mais il y a un enseignement à tirer de ça. L'enseignement, ça ne sert à rien de dire aux gens qui adhèrent à des hypothèses qui ont depuis longtemps été démontrées. C'est absolument inutile de dire à ces gens-là, t'es un imbécile, puis c'est pas comme ça. Ça fonctionnera pas. Donc, si quelqu'un m'arrive demain matin en me disant, moi je crois par exemple que, le World Trade Center est un attentat qui a été commis de l'intérieur par le gouvernement Bush. Si je dis à l'individu, t'es un cave, il va se fermer. Pas à le faire. Voilà, il va se fermer automatiquement. C'est plutôt d'essayer d'engager la discussion, de proposer des éléments, et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent des gens autour d'eux, qui adhèrent à la théorie des anciens astronautes, ou qui croient ou à certaines théories du complot, la pire que l'on peut faire, c'est d'amener ces gens, traiter ces gens-là d'imbéciles, parce que évidemment, ils vont se fermer et ils vont demeurer imperméables à toute forme de discours. Donc, il faut discuter avec ces gens-là et leur présenter des contre-arguments, opposer leurs arguments à des contre-arguments étoffés, et peu à peu, si ces gens-là ont cette volonté de connaître la vérité, parce qu'il y a une différence entre avoir raison et avoir la vérité. Donc, si ces gens-là veulent absolument avoir raison, il n'y a aucun discours possible. Si ces gens-là cherchent la vérité, là, évidemment, à force de discuter, à présenter arguments contre des contre-arguments, peu à peu, il y a une possibilité que des gens cheminent et finalement arrivent à changer un peu d'opinion ou à être moins cartésiens ou moins fermés à des propositions extérieures. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Écoute. Voilà. Je pensais jamais te dire ça un jour, Christian, mais je te souhaite un bon week-end de confinement. Bon, merci. Écoute, est-ce qu'il me reste un petit 15-20 secondes? Ah, je te dirais, tiens, non. Non, OK. Bon, OK, c'est parfait. Alors, je te souhaite un bon week-end toi aussi de confinement et on se reparle la semaine prochaine. Salutations aux auditeurs, on se rejoint vendredi. Ciao. Ouais, salut, ciao. Radio X Files. Radio X. 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 X.